des actus, des coups de cœur et quelques tranches de notre vie, saison 6. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on est ravis de vous retrouver pour ce 16e épisode de la saison 6 de Tranches de couple. 16e déjà ? Eh oui, déjà le 16e. Vous le savez, si vous nous suivez régulièrement, normalement on vous propose d'abord au mois de mai l'Europodcast, puis le Pride Podcast. Mais pour cette année, il nous a paru plus cohérent, compte tenu des dates, de vous proposer cette semaine notre Pride Podcast, et pas uniquement parce que hier soir c'était l'Eurovision, vous allez le voir et l'entendre. Donc le titre de l'épisode c'est Pride Podcast. Alors merci à toutes et à tous pour votre écoute, votre attention et puis vos retours qui nous font toujours chaud au cœur. Même quand c'est pas toujours très simple de trouver la motivation parce que voilà, ça revient très vite. Et merci également pour vos partages, vos pouces bleus et vos likes qui nous aident aussi à poursuivre encore un peu plus cette aventure avec vous. Alors, on commence tout de suite cet épisode par la rubrique Actu comme d'habitude et on commence par d'abord regarder un petit peu cette année qui vient de s'écouler, parce que c'est toujours un peu le Pride Podcast l'occasion de faire un petit retour en arrière et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'année était plutôt compliquée. C'est un peu la soupe à la grimace, effectivement, avec cette année, avec naturellement en point d'orgue une forme de régression et d'attaque répétée sur les droits des personnes LGBTQIA+, l'élection de Donald Trump et les assauts de son administration contre les programmes diversité, égalité, inclusion, qu'il a sabré à coups de milliers de personnes mises sur la touche, de milliers de programmes abandonnés. Il a même été jusqu'à, tu en as parlé dans un épisode précédent, Max, jusqu'à l'administration Trump a demandé via ses ambassades à des entreprises étrangères basées à l'étranger et fonctionnant dans des pays étrangers, mais avec qui ces ambassades travaillaient localement, de supprimer leur programme DI sous peine de se voir supprimer leurs liens avec, commerciaux avec les ambassades américaines locales. C'est naturellement un exemple à l'étranger, mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Ouais, non, c'est complètement ridicule, mais ça montre aussi finalement combien les droits sont fragiles en fait. Parce que les États-Unis, c'était quand même... On vous le redira. Un des pays, on va dire, assez avancés dans les droits pour les personnes LGBTQIA+. C'est pas toujours tout gagné, hein, mais c'était quand même plutôt un pays qui était sur le devant, on va dire. Et là, en gros, en 4 mois, depuis l'élection de Donald Trump, énormément de choses sont parties à la poubelle. Et si bien qu'aujourd'hui, en fait, on a quand même des gens qui disent que c'est plus safe pour les personnes queer d'aller aux États-Unis. Absolument, c'est quand même un très grand changement. On a depuis l'arrivée de Donald Trump, plus de 575 lois considérées comme anti-LGBTQIA+, qui ont été proposées. Elles ciblent surtout les personnes trans dans l'accès aux soins, le sport, l'éducation, et on voit des familles qui fuient des États conservateurs et des villes qui se déclarent, comme San Francisco ou New York, des zones sanctuaires, notamment pour ces personnes. Et ce que nous dit Erin Robert, qui est la coordinatrice générale de PRISM, la fédération wallonne LGBTQIA+, c'est qu'il est assez simple de créer une panique morale autour de cette problématique des personnes trans parce qu'il y a au fond encore relativement peu de connaissances et d'informations pour le public par rapport à la question de la transidentité. C'est un marchepied qui permet de remettre en question le mariage pour tous, l'adoption pour les couples de même sexe et au-delà, le droit à l'avortement, à la contraception et donc, in fine, le droit à l'autonomie corporelle pour les femmes et pour les personnes LGBTQIA+. En général, on est sur un retour, et là c'est moi qui le dis, sur des bases de il y a 100 ans en arrière, quoi. Exactement, et malheureusement, on pourrait se dire, finalement, tout ça ne concerne qu'une minorité au sein de la minorité, tout ça, mais on le sait bien, d'abord, ça n'est pas acceptable, et de deux, en fait, c'est un grignotage qui commence par les droits des personnes trans, mais qui, très rapidement, ça va s'étendre largement aux autres personnes de la communauté. D'abord, c'est les droits des autres, et puis vous allez voir que ça va devenir les vôtres. De toutes les autres minorités, en fait, globalement, et on le voit bien dans la rhétorique
de Donald Trump et de son administration. Si vous n'êtes pas blanc, hétéro et dans la moyenne, vous êtes une cible. Et voilà. Et les personnes queer c'est très fragile en fait. Leur santé, leur sécurité, leur bien-être, en fait, est extrêmement fragile. Absolument. Mais Guillaume, ça concerne pas du coup que les États-Unis en fait, malheureusement. Et non, malheureusement, ce qui est aussi inquiétant, c'est que ça concerne alors des pays, on n'est pas très surpris, ça concerne notamment la Hongrie, où les libertés publiques ont connu cette année une nouvelle entaille après les lois, on vous en a parlé l'an dernier dans ce Pride Podcast, contre la promotion de l'idéologie LGBT. Ah oui, la fameuse. Une loi adoptée en mars interdit désormais les marches des fiertés. C'est une mesure inédite au sein de l'Union européenne qui s'accompagne d'une surveillance renforcée des participants permise par la reconnaissance faciale. Et le pays plonge de la 30e à la 37e place du classement ILGA Europe 2025. Alors il faut savoir que le 12 avril dernier, plus de 10 000 personnes ont d'ailleurs défilé en Hongrie, à Budapest, lors d'une Grey Pride, une Pride grise satirique organisée pour protester contre l'interdiction de la marche des fiertés par le gouvernement Orban. Cette action, lancée par un parti humoristique, dénonçait ces lois anti-LGBTQIA+, croissantes en Hongrie. Et selon les organisateurs, il est important que tout le monde soit venu aujourd'hui habillé en gris, car l'unité guérit. Nous n'aimons pas être divisés par les couleurs, les personnalités. Tout ça, a ironisé Richard, un activiste du MKKP, le fameux parti. Le parti du chien à deux queues, comme c'est son nom. Ce dont nous avons besoin, c'est que tout le monde regarde la même direction, veuille la même chose et marche au même rythme. Le gris, c'est cool maintenant. Le gris, c'est le nouvel arc-en-ciel. L'interdiction de cette marche a suscité des critiques internationales et les organisateurs de la Pride maintiennent leur marche prévue pour fin juin, malgré le risque d'amende de 500 €. Et on vous le disait, l'annonce par le gouvernement de la possibilité d'utiliser la reconnaissance faciale pour verbaliser les participants. Et Max, au Royaume-Uni, la tendance est aussi préoccupante. Exactement, malheureusement, et c'est ce qu'on a pu voir dans la nouvelle carte 2025 des Rainbow Map de ILGA Europe. Eh bien, on a vu que le Royaume-Uni était vraiment descendu cette année sur l'échelle des droits. Il y a un sérieux climat transphobe qui est nourri par des débats institutionnels qui s'est vraiment aggravé depuis une décision de la Cour suprême qui ne reconnaît plus les femmes trans comme femmes au sens légal. Et du coup, ça conduit à une rétrogradation de 6 places du Royaume-Uni, qui se retrouve désormais 22e au classement ILGA Europe. Alors c'est marrant parce que le Royaume-Uni a été souvent perçu comme un pionnier de l'égalité. Et du coup, là, on voit clairement qu'il y a un recul et une certaine polarisation de la population sur ces sujets. Donc effectivement, le 16 avril dernier, la Cour suprême britannique a statué que les termes sexe et femme dans la loi de l'égalité de 2010 se réfèrent strictement à des définitions biologiques, ce qui permet à des organisations d'exclure les femmes trans de certains espaces non mixtes, comme les refuges ou les prisons pour femmes. Alors si certaines structures maintiennent leur politique d'accueil, d'autres voient leurs conditions d'accès, suscitant une profonde division au sein de la société civile. Bon, du coup, la France, où est-ce qu'elle en est, Guillaume ? Eh bien, la France, dans ce classement, elle glisse à la 15e position. Elle perd 2 places par rapport à 2024, avec notamment une absence de progrès législatif marquant, notamment sur la reconnaissance légale du genre ou la protection des personnes intersexes. Et puis, on a toujours cette question de nos amis footballeurs, parfois un peu prudes, au nom, bien entendu, de leur culture ou de leur religion, mais ça on ne le dira pas, et notamment le footballeur Mostafa Mohamed du club du FC Nantes qui jouait hier sa place en Ligue 1, mais sans Mohamed Mostafa, puisque ce jour-là, on demandait aux joueurs, c'était la journée contre l'homophobie, et il a préféré laisser son équipe jouer sans lui pour la 3e année consécutive, au titre de ses convictions. Et pas que de ses convictions, et aussi de sa foi et tout ça. Mais Guillaume, est-ce que le club de foot n'est pas sponsorisé par des jeux en ligne qui sont eux-mêmes interdits par sa propre religion ? Tout à fait, absolument, c'est ça. Voilà, on est dans un espèce de comment on dit, une homophobie qui ne cache pas son nom. Une homophobie qui essaye de cacher son nom un peu péniblement, mais on va pas se mentir, c'est quand même pas simple. Là, ça devient même un peu compliqué. Alors,
La mauvaise nouvelle, c'est que Nantes a gagné contre Montpellier hier. Malgré l'absence de Mohamed Mostafa, c'est une mauvaise nouvelle pour lui, puisque on peut imaginer qu'il n'est peut-être pas si utile que ça dans l'équipe, finalement, au bout de la 3e année, et qu'il pourrait peut-être maintenant envisager d'aller voir dans des territoires où il pourrait davantage exprimer ses convictions et sa culture. Conforme à sa culture. Voilà, c'est ça. Bon, mine de rien, la religion continue d'être toujours un motif. C'est une excuse. Un motif utilisé pour justifier l'homophobie, et ça, nous ne pouvons que le regretter. Vous le savez, vous le connaissez, voilà. Et on vous parle de Nantes, mais il y a un autre joueur qui a joué hier avec quand même un sparadrap recouvrant le drapeau LGBT. C'est Nemanja Matic, un joueur serbe de l'Olympique lyonnais. Même si on n'a pas vraiment d'excuses de sa part pour pourquoi est-ce qu'il l'a fait cette année, il l'avait fait l'an dernier avec un autre signe distinctif, le coquelicot, pour la commémoration des soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale, parce que, soi-disant, ça lui rappelait un attentat qu'il avait vécu personnellement en tant que jeune garçon quand il était en Serbie, pendant la guerre en Serbie, en 1999. On ne voit pas vraiment qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'ils veulent cacher le drapeau LGBT. Je ne vois pas le rapport entre le drapeau LGBT et la guerre en Serbie. Comme quoi la religion n'est pas forcément au centre de tout. Mais voilà, comme quoi le football reste encore un terroir propice à l'homophobie, et surtout le manque de réaction des clubs face à ces actions et de l'organisme, la Fédération française de football laisse un petit peu perplexe. Bon, alors, y a-t-il quand même des raisons d'espérer ? C'est beau ces titres. C'est un peu. On s'est quand même donné aujourd'hui pour essayer de mettre un petit peu de positif dans une journée par ailleurs grise et froide ici à Bruxelles. On va pas vous faire l'état de la météo, mais elle est un peu aussi morose, un peu comme notre état d'esprit en ce moment. Bon, il y a des moments avec et des moments sans, mais est-ce qu'il y a des raisons d'espérer ? Bon, en Belgique, la Belgique, elle est numéro 2 du classement ILGA Europe. Après une 3e place en 2024, elle remonte donc à la 2e place derrière Malte, indéboulonnable première, et devant l'Islande dans ce classement qui vise donc à quantifier les mesures prises dans les différents pays d'Europe concernant les droits des personnes LGBTQIA+. Cela dit, en Belgique, malgré un bon cadre légal, les discriminations persistent. Les personnes trans sont particulièrement vulnérables via le harcèlement, refus de soins, discrimination au travail. Les jeunes sont de plus en plus influencés par des discours haineux sur les réseaux sociaux, on y reviendra. Les réponses incluent des réformes légales récentes, des formations policières et un renforcement du travail associatif. Mais la vigilance reste de mise face à la montée des discours transphobes, homophobes et à l'érosion des droits. Et on notait par ailleurs qu'une étude flamande menée en 2023 révèle donc une baisse significative de la tolérance des jeunes envers les personnes LGBTQIA+. En Flandre, parmi les 1500 élèves de 5e et 6e secondaire interrogés, on est sur 16-17 ans, 18% considèrent désormais acceptable une agression contre une personne homosexuelle, contre 7,4% en 2018. C'est absolument hallucinant. Et de plus, près de 20% souhaitent l'abolition du mariage homosexuel et seulement 56,6% estiment que l'école devrait enseigner le respect des personnes LGBTQIA+. On était à 75,5% en 2018. Alors, toutefois, cette montée de l'intolérance, elle touche toutes les catégories sociales, mais elle est plus marquée chez les garçons. La masculinité fragile, tout ça. Les élèves de l'enseignement technique et professionnel, ainsi que chez ceux dont au moins un parent n'est pas belge de naissance. Les réseaux sociaux véhiculent des discours haineux et masculinistes, sont pointés du doigt, merci TikTok, comme des facteurs aggravants. On a aussi, face à cette situation, des associations qui appellent à renforcer l'éducation et au respect de la diversité dans les écoles. D'ailleurs, Max, on y reviendra tout à l'heure, mais nous avons hier défilé pour le refuge, mais on y revient dans quelques minutes. Effectivement, hein, les garçons, tu le pointes dans cette étude, c'est ceux qui sont les plus homophobes, on va dire, hein, qui sont le plus prompts à avoir ces positions. Et d'ailleurs, dans les violences, c'est aussi les hommes en fait, hein, qui sont le plus souvent à l'origine des violences homophobes. Ça montre bien qu'il y a un effort à faire vis-à-vis des hommes, leur plus jeune âge, pour qu'ils soient effectivement, pour les faire grandir dans un climat de respect et de tolérance.
Et ça, ça boulot. n'est pas que vis-à-vis des personnes LGBTQIA+, mais plus largement, il y a du boulot, comme tu le dis. Bon, alors une bonne nouvelle, c'est quand même que vous vous en souvenez, peut-être, il y a un an, lors du Pride Podcast, on vous avait parlé d'une pétition européenne qui visait à demander à la Commission européenne de se saisir de la question des thérapies de conversion pour les interdire dans toute l'Union européenne, hein, puisqu'il y a aujourd'hui que quelques pays qui ont interdit les thérapies de conversion. Et donc, il y a un mécanisme qui existe en Europe, c'est que si vous faites une pétition, vous avez 1 an, et si elle est signée par 1 million de citoyens, alors 1 million de citoyens avec des seuils, et il faut qu'au moins 7 pays atteignent leur seuil, donc c'est des seuils qui sont relatifs à la population. Et donc, si vous atteignez ces seuils, eh bien, la Commission doit examiner, en gros, la pétition et éventuellement faire une proposition législative. Donc, il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, c'est un mécanisme un mécanisme citoyen qui permet d'appeler l'attention de la Commission européenne pour régler ou se saisir d'un problème. Le texte de cette pétition, elle appelle la Commission à proposer une interdiction légale contraignante des pratiques de conversion ciblant les citoyens LGBTQIA+ dans l'Union européenne. Et on est quand même très heureux parce que en dernière minute, c'est-à-dire la veille du 17 mai, le 16 mai, cette initiative a réussi à atteindre 1 million de signatures, dont le minimum de 7 pays différents. La commissaire européenne en charge de l'égalité, Adjel Habib, qui est en fait une ancienne ministre belge, sans se prononcer sur des mesures concrètes, eh bien, elle a apporté son soutien aux voix qui s'élèvent contre les pratiques de conversion pour les personnes LGBTQIA+. Et en septembre 2024, la présidente de la Commission elle-même, Ursula von der Leyen, l'avait mandatée pour établir une stratégie autour de l'égalité des personnes LGBTQIA+, après 2025. Donc on attend cette stratégie qui devrait notamment mettre l'accent sur l'interdiction des pratiques des thérapies de conversion. Donc on attend un petit peu de savoir qu'est-ce qu'elle va présenter. Voilà, la campagne de signature s'est terminée donc samedi. Il y a eu 1 million et plus de 200 000 signatures. Donc, on a vraiment... galéré, on l'a partagé plusieurs fois cette année. On dit aux gens, allez, partager, et puis d'un seul coup, le truc a pris. On sait pas pourquoi. Et il a pris, et il y a eu une très forte mobilisation, notamment en France, et on est quand même très fiers, parce que plus de 500 000 signatures de ces 1,2 million sont français. Et donc, ça montre bien que sur cette problématique-là, il peut y avoir une mobilisation forte. Alors, en creux, ça témoigne aussi d'une mobilisation beaucoup plus faible d'un certain nombre de pays, hein, puisque je crois qu'au total, on a eu 8 ou 9 pays qui ont atteint leur seuil. Ça veut dire que les autres ne les ont pas atteints. Voilà, donc ça n'est pas, comme je le disais, une initiative contraignante, mais néanmoins, ils vont vérifier que les personnes consignées sont bien des citoyens européens, qu'il n'y a pas eu des doubles signatures. Par exemple, si quelqu'un était citoyen avec la nationalité de plusieurs pays de l'Union européenne, et ensuite, eh bien, la Commission doit s'en saisir. Donc on suivra ça avec attention et on vous en fera un petit retour. Donc merci à vous si vous avez signé cette pétition, parce que c'est vraiment horrible de faire subir des thérapies de conversion à des personnes qui simplement n'ont rien demandé et qui sont simplement elles-mêmes. Absolument. Merci Max. Alors on passe tout de suite, puisque vous savez qu'on vous en a parlé la dernière fois, le pape François est décédé. On a un nouveau pape, Léo XIV. On reviendra, on va lui laisser un petit peu de temps pour voir un peu comment les choses évoluent. Mais Guillaume, tu voulais nous faire un petit récap sur les positions et les avancées pour les personnes LGBTQIA+, dans l'Église sous le pontificat de François, grâce notamment à une fiche qui a été publiée par l'association Reconnaissance. On vous invite à aller faire un petit tour sur leur site d'ailleurs. Absolument. Et donc cette association a publié une fiche qui répertorie un peu les différentes avancées, les prises de position, en tout cas de François, sur ces questions-là, pendant les 12 ans de son pontificat. Alors c'est très difficile de faire bouger l'Église, on vous en a parlé un très grand nombre de fois dans ce podcast, on désespère parfois, mais petit à petit, étape par étape, petits gestes par grandes paroles à la fois, les choses
bouge en tout cas. En 2013, le pape François déclarait que si une personne était gay et qu'elle cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui sono per giudicarla, qui suis-je pour la juger? C'était dans l'avion qu'il le ramenait d'un de ses premiers voyages. Et puis, en 2016, dans l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia, il a souligné que l'action pastorale doit être flexible et miséricordieuse en tenant compte de la conscience individuelle et des circonstances atténuantes. En gros, que l'action pastorale des prêtres, mais aussi des laïcs dans l'Église doit s'adapter aussi à la personne ou aux personnes qui est en face. Plus loin maintenant, en octobre 2023, 5 cardinaux lui avaient envoyé des doubias, des doutes pastoraux, des doutes théologiques par rapport au programme que le pape François avait demandé pour le synode. Il indique alors, et notamment sur la question de la bénédiction des couples de même sexe et de l'intégration des personnes éloignées, et notamment les divorcés, remariés, notamment les divorcés tout court d'ailleurs, dans l'Église. Et le pape François avait indiqué à ce moment-là qu'il ne fallait pas craindre d'avancer dans la doctrine et que le discernement individuel était nécessaire pour évaluer la valeur des actes de l'autre. Encore une fois, c'est l'humain en tant qu'individu qui est au centre qui devrait être au centre des prises de décision des différentes personnes qui font Église aujourd'hui. Et en décembre 2023, il a publié Fiducia Supplicans, Et en décembre 2023, le dicaster pour la doctrine de la foi publie la Fiducia Supplicans, on vous en avait parlé aussi, c'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, qui aborde la possible bénédiction des couples entre guillemets irréguliers, divorcés, remariés, couples de même sexe. Ces bénédictions doivent être strictement encadrées, brèves, discrètes, non liturgiques, et ne pas prêter à confusion avec le mariage. Encore une fois, ça reste une avancée, ça reste une prise en compte des individus et de certaines situations de couple en tant que telles, c'est donc une véritable avancée. Alors, il y a eu naturellement des réactions et des rétropédalages, et les évêques africains ont refusé d'appliquer le texte, considérant que l'homosexualité était une perversion occidentale. Les églises asiatiques, américaines et européennes sont divisées, et en France, certains évêques ont déclaré qu'ils ne béniraient que les individus et s'élèvent contre le relativisme moral. On se rappelle qu'en Belgique, c'est les évêques flamands qui ont lancé le premier template, le premier exemple de prière pour dans le cadre d'une bénédiction pour les couples de même sexe à ce moment-là, et qui ont sans doute aussi été un petit peu à l'origine de cette étincelle qui a lancé tout ce processus à la fois positif et puis naturellement les vœux boucliers, mais celle-là, on les attendait. Alors les associations LGBT se réjouissaient du texte, mais déploraient également que les couples soient toujours ramenés à leur péché. Mais nous sommes tous pécheurs. Et puis en janvier 2024, enfin, le pape évoque à son tour la bénédiction des personnes devant les membres du dicaster pour la doctrine de la foi, même si naturellement pour lui comme pour l'Église, le mariage reste une institution entre un homme et une femme. Merci Guillaume pour ce petit point. Des avancées ténues, mais après... dans l'Église, il ne faut pas non plus s'attendre à des révolutions dans cette Église plurielle. Petit à petit. Todos, disait François au sujet de qui est bienvenu dans l'Église. Tout le monde y est le bienvenu. À chacun de trouver sa place, et on ne va pas se mentir, c'est pas toujours simple. C'est ça, c'est pas seulement le fait de dire que tout le monde est bienvenu, c'est aussi de faire sentir à tout le monde qu'ils sont les bienvenus comme ils sont. Venez comme vous êtes, peut-être qu'il devrait, dans l'Église, adopter le slogan de McDo. Alors, petite rubrique Belgitude avant de passer à la rubrique Vie de couple. Eh bien oui, la petite rubrique Belgitude d'aujourd'hui, c'est pour signaler qu'à Bruxelles, on a plusieurs prides. On a désormais la pride centrale, celle de Bruxelles-Ville, où ont défilé plus de 70 000 personnes, avec 220 000 personnes qui, en tout, ont assisté à l'événement. On y reviendra. Et puis, on a des prides un peu alternatives. Il y en a une à Montgomery et puis une à Ixelles, pas très loin de chez nous, qui sont des prides qui sont censées offrir un espace davantage ouvert, davantage militant. Ce sont des associations qui ont considéré que la Pride d'aujourd'hui était trop aseptisée, notamment dans la façon dont elle traite les questions et les avancées pour des droits pour les personnes LGBTQIA+, et qu'elles ont donc voulu créer ces Pride alternatives pour aller un peu à l'encontre d'un grand modèle de Pride entre guillemets commercial. Alors, il y a
toute la question du commerce, il y a la question du coût, notamment pour les organisations qui doivent payer pour participer aussi à la Pride. Moi, j'ai tendance aussi à penser que on n'a jamais ou on a très peu avancé avec de l'extrémisme. Par contre, on a beaucoup avancé avec de l'écoute mutuelle, de la compréhension mutuelle, ces Pride en parallèle qu'il est sain que ces Pride existent. Chacune en parallèle, elle draine un public différent aussi, mais que la Pride en elle-même, la grande Pride de centre-ville, est importante aussi pour la visibilité. Quand on voit la tronche des commentaires sur les réseaux sociaux, sur les articles concernant la Pride, ça fait quand même vraiment peur. On en revient encore à ce qu'on vous disait tout à l'heure sur voilà, le fait qu'il y a un recul assez net de la tolérance, y compris chez les jeunes générations. Et bien tout ça, ça renforce encore plus la nécessité de repartir sur le besoin de visibilité. Et pour être visible, il faut marcher et il faut parader dans la ville et pas seulement rester dans une rue et une seule rue, parce que voilà, ça est dans un endroit, même si c'est important d'avoir des safe places, des endroits sécurisants pour tout le monde, c'est aussi important de montrer qu'on est là, qu'on existe, qu'il y a toujours des problèmes, qu'il y a toujours de l'homophobie et qu'il y aura toujours besoin de visibilité. Plus il y aura ce genre de commentaires, plus on aura envie d'être visible et plus on mettra notre drapeau d'ailleurs sur notre balcon. Exactement. Merci Guillaume. Alors du coup, ça fait une belle transition avec la rubrique Vie de couple, avec le premier sujet, puisque eh bien, hier 17 mai, la journée mondiale contre l'homophobie, eh bien, c'était la Pride à Bruxelles, dans le centre de Bruxelles, comme tu l'as dit. Et au début, je voulais un petit peu revenir, pourquoi est-ce que la Pride, c'est important, parce que parfois, on entend certaines critiques ou certaines questions, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément, négatives, mais simplement dire, voilà, pourquoi est-ce que en 2025 c'est important cette Pride, à quoi elle sert? Alors d'abord, il faut rappeler que la Pride, historiquement, elle a été créée pour manifester pour les droits des personnes LGBTQIA+. Pour ceux qui ont oublié, on se rappelle que c'est à Stonewall qu'a eu lieu la première, ce qui a été qualifié de première Pride à New York. Donc c'est en gros, voilà, des personnes queer qui qui ont manifesté pour leurs droits et qui d'ailleurs se sont pris une descente de police pour aller tabasser et enfermer tous ces gens. Alors pourquoi est-ce que manifester pour les droits, eh bien, c'est nécessaire encore aujourd'hui? Vous l'avez entendu quand on a parlé du ranking et des procédures et des droits qui sont donnés aux personnes LGBTQIA+ en Europe. On a encore pas mal de pays, y compris dans l'Union européenne, dans lesquels être une personne queer, eh bien, ça reste encore difficile. Et même si la Belgique est deuxième au classement, eh bien, vous le voyez, il y a encore des avancées législatives qui doivent être faites, notamment pour les personnes intersexes, parce que on doit légiférer pour eh bien, interdire les opérations de ces enfants intersexes à la naissance, parce que aujourd'hui ça reste encore des choses qui arrivent. Alors ça, c'était la première raison, manifester pour les droits. Deuxièmement, eh bien, c'est une journée dans l'année où les personnes queer, eh bien, ne se sentent pas seules et elles peuvent être visiblement qui ils, elles, elles sont. Et ça, c'est extrêmement important parce que eh bien, quand on se découvre une personne queer et qu'on est dans un environnement qui n'est pas accueillant, qui n'est pas tolérant, eh bien, le fait de se retrouver avec d'autres et de pouvoir simplement relâcher la pression, ne pas être sur ses gardes en permanence, le fait de pouvoir être avec d'autres personnes bien, qui font communauté, même si cette communauté est extrêmement diverse, eh bien, voilà, ça fait du bien et c'est quand même extrêmement important. Et puis, troisièmement, tu l'as dit, la visibilité, parce que eh bien, les personnes queer, elles font partie de la société et c'est probablement quelque chose qui est assez invisible en fait au quotidien.
parce que on s'affiche pas non plus nécessairement partout là où on est comme une personne queer, et donc c'est important d'avoir cet effet de visibilité. Et moi je suis assez content parce que hier à Bruxelles, on a pu aussi voir pas mal de gens qui étaient là, contents de regarder ce défilé de personnes, et y compris des familles avec des enfants, et ça c'était chouette parce que cette diversité, elle était très visible, et ça c'était super. Alors, avec qui est-ce qu'on a défilé ? Guillaume, tu l'as un petit peu mentionné tout à l'heure. Pardon, j'ai vendu la mèche. On a défilé avec l'association... C'est pour voir si vous suiviez. Le Refuge. Alors, vous le savez, c'est une association dans laquelle je suis un bénévole. C'est une association qui offre un logement à des jeunes qui ont dû quitter leur chez eux quand leurs parents ont découvert qu'ils étaient queer, ou lorsqu'ils ont fait leur coming out et ça s'est mal passé et ils ont été foutus à la rue. Et malheureusement, on pourrait se dire qu'en 2025 ça n'existe plus. Je peux vous dire que l'association reçoit à peu près une dizaine d'appels par semaine, et donc c'est quand même grave que aujourd'hui en 2025, on en soit encore là. Mais les chiffres ce dont tu témoignais, Guillaume, tout à l'heure, montrent bien qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que finalement ce soit un non-sujet. Et donc, défiler dans cette parade, dans cette marche des fiertés, c'est aussi l'occasion de mettre en avant le refuge et son mandat, et de mettre en avant aussi pour que ceux qui puissent éventuellement être dans ces situations puissent se rapprocher de l'association et bénéficier d'un accompagnement. La Pride, elle a toujours ses critiques, naturellement, parce que des personnes pensent que ce n'est pas approprié, ce n'est pas ci, ce n'est pas là, et qu'effectivement, c'est militant, que c'est trop militant, que c'est... Voilà. Donc, des critiques, il y en a toujours, mais on vous l'a dit, on le répète, c'est important que dans cette journée, chacun puisse être qui il a envie d'être. On a défilé devant nous, il y avait un groupe de personnes qui aiment porter des vêtements en cuir. Et ils aiment porter des vêtements en cuir, et c'est très bien. Et voilà, donc il y aura toujours des critiques, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est aussi cette diversité-là qui fait plaisir à voir. Naturellement, il y avait aussi des organisations politiques à la fin du cortège, et dont certaines dont on peut parfois se demander qu'est-ce qu'elles font là. Mais ça fait partie de laisser de l'espace pour tout le monde. Todos. Alors, comme Guillaume, la boucle est bouclée, finalement. Le décompte de la Pride hier. Je crois que je l'ai déjà dit, mais on avait donc compté 70 000 personnes dans le cortège et 220 000 personnes qui ont assisté ou participé à l'événement. Donc c'est plus que les 180 000 qui étaient attendus. C'est une bonne nouvelle. Bon. C'est une bonne nouvelle. On va prendre ça comme une bonne nouvelle aussi. On en a besoin. Exactement. Ça et le soleil qui glisse sur ma peau là tout de suite maintenant, ce sont deux bonnes nouvelles. Bon, et hier, c'était aussi du coup, et de manière C'était une journée folle quand même. Là. Et on avait donc l'Eurovision, l'Eurovision Pride, à Bâle. L'Eurovision, la journée mondiale contre l'homophobie le même jour. Pouf, c'était vraiment le moment de faire ce Pride podcast. On vous l'a dit. On pouvait pas ne pas le faire aujourd'hui. C'était pas possible. Alors, globalement, on est quand même déçus de la 7e place de la France. On a fait Eurovision raclette. On ne rentrera pas dans les détails, mais sachez que nous avons fait Eurovision raclette. C'était pas mal. C'était sympa. C'était pas mal. Enfin, la raclette était pas mal. Le reste du concours, on commence à être un peu réchauffé là. Il faut qu'on trouve des gens pour regarder et pouvoir juger un peu ensemble, parce que c'est un peu à ça, que ça sert aussi l'Eurovision. C'est le moment cringe, le moment kitsch, le moment bizarre, le moment too much de l'année. C'est un concours qui, à l'origine, a été créé pour tester. Max, tu m'avais partagé un chouette article, un article intéressant en tout cas sur justement l'historique et pourquoi avant, au début, c'était un truc tout à fait sans aucune prétention, surtout sans aucune prétention politique. Et petit à petit, c'est un concours qui a gagné en notoriété. C'est un concours qui a permis aussi de mettre en avant la visibilisation des personnes LGBTQIA+, notamment en 1998, on a la première chanteuse trans qui représentait Israël, qui a gagné le concours à ce moment-là. Et puis, on parle de
victoire de l'Autriche, méritée ou pas, je n'en jugerai pas, pas ici, pas dans ce podcast en tout cas, mais qui a gagné hier pour la deuxième fois en 11 ans. La dernière fois, c'était avec Conchita Wurst, souvenez-vous, la femme à barbe en 2014. Oui, ça, on se souvient de Conchita, et donc disons que on attend avec attention, avec plaisir le concours l'année prochaine. Après, c'est vrai aussi que l'organisation de l'Eurovision a un petit peu changé les règles cette année, puisque chacun pouvait voter jusqu'à 20 votes par personne, y compris d'ailleurs avant les performances de la finale, ce qui un petit peu dévoile le sens. Et donc, ceci pourrait éventuellement expliquer certaines choses qu'on a vues, mais on va s'arrêter là. Et peut-être, pour vous dire qu'on est ravis d'avoir, à l'occasion de l'Eurovision, vu des pubs pour Drag Race France, avec une saison All-Star qui revient très vite. Alors on vous commentera ça la prochaine fois, dès que ça commence. Alors, une petite rubrique sortie, on a fait un quiz drag sur Carmen à l'Opéra la semaine dernière avec Élisée Moon, une drag queen chanteuse lyrique française. Et c'était une soirée aussi très sympathique. Ça sort un peu, un événement qui sort un peu des cadres, des événements qui peuvent être parfois vécus comme très codifiés, très cadrés de l'opéra. Et c'était un bon moment pour découvrir un peu, en savoir un peu plus sur Carmen, n'est-ce pas, avant d'aller, pour certains, aller peut-être le voir à l'Opéra de Bruxelles au mois de juin, avec 14 représentations tout de même, toutes remplies. Mais en tout cas, pour nous, on a bien profité de cette soirée. Ça nous a fait une petite coupure dans une semaine un peu longue au niveau du boulot. On y reviendra peut-être dans les épisodes qui viennent. Mais voilà, c'était notre rubrique sortie. Allez, voilà, c'est déjà fini, déjà la fin de ce 16e épisode Pride Podcast dans notre saison 6. Un épisode dont les paillettes ne doivent pas cacher un peu de gravitude, comme vous l'avez compris. Oui. Alors, si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. Merci de nous écouter, merci de nous donner cette motivation, de nous aider, ainsi que le soleil, à rester motivé et positif. N'hésitez pas à partager, à nous mettre une note sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Vous connaissez le tout team, mais vraiment, c'est important pour nous de savoir que ce podcast est écouté par un maximum de gens, et n'hésitez pas à nous dire si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées. On vous retrouve du coup le lundi tous les 15 jours. D'ici au prochain épisode, eh bien, soyez fiers et prenez soin de vous et des autres.